sujet, la réalisation automatique en temps réel est à 45 minutes. D'accord. On commence déjà? Ok, bon. Merci à tous, en particulier aux membres du jury, pour voir cette soutenance sur l'harmonisation automatique en temps réel. En fait, avant de commencer, je voulais justement vous montrer cette vidéo. J'espère que ça va passer. Est-ce qu'on est dans ce lien? Imaginez que quelqu'un vous demande de chanter, d'approprier mais pas très bien. Et vous ne savez pas le morceau, vous ne savez pas, au minimum, vous ne savez pas comment accompagner. Désolé pour le... Il faut se mettre dans le rôle du musicien qui essaie de l'accompagner. C'est là qu'il fait en fait. His lips are much too close to beware my foolish heart, but should our eager lips combine, then let the fire start. L'idée est que c'est vraiment difficile de faire ce que ces musiciens font là et faire ça automatiquement, c'est notre défi en fait, c'est ça le sujet de la thèse. Alors je commence et c'est en fait comme c'est un problème, au moins dans la façon dont on l'a regardé de nouveau, en fait la thèse comporte quelques objectifs différents. En fait, on a eu un travail de caractérisation, de bien caractériser le problème. On a fait une méthode de construction et d'évaluation des solutions. On a exploré quelques techniques pour savoir quelles étaient les plus appropriées. Et en fait, on a voulu mieux comprendre le processus impliqué. En fait, là, c'est le plan, mais je ne vais pas vous expliquer parce qu'en fait, à gauche tout le temps. Et finalement, notre situation exacte est, on réduit ce problème pour un problème plus contrôlé. En fait, on a un chanteur et le système qui va l'accompagner seulement en guitare au début. Alors c'est un chanteur où, bon, c'est une entrée par le microphone et le système va faire le rôle du guitariste. Et en fait, on a mis quelques contraintes comme le style est fixe, donné, le tempo est fixe. Alors on se concentre sur la partie harmonique. C'est pour ça qu'on a appelé ça de l'harmonisation en temps réel. Et en fait, ça, on est à l'intersection de quelques domaines comme la musique, le traitement du signal, l'intelligence artificielle. Et pour ça, l'état-là, il est un peu grand. Et comme ça, je ne peux passer que superficiellement, mais avec pour plus de détails, je vous demande de regarder le manuscrit, il est en ligne. Mais en fait,
d'une part, on a les systèmes d'informatique musicale, surtout les systèmes d'interaction musicale. Et là, dans les systèmes interactifs, on a ce genre de système qu'on appelle le système d'accompagnement en temps réel. Mais en fait, on peut faire une différence entre les systèmes qui génèrent quelque chose, qui improvisent ou qui créent quelque chose, et le système où tout est déjà écrit et il faut seulement aligner le chant et l'accompagnement. Et tout ça du côté temps réel, mais en fait, il y a aussi des systèmes d'informatique musicale d'un temps différé, comme des systèmes d'harmonisation qui sont vraiment très proches, et pour ça, il faut faire une distinction entre harmonisation et harmonisation en temps réel. Nous avons utilisé ou adapté un ensemble de techniques. Quelques de ces techniques sont vraiment de traitement de signal qui sont beaucoup utilisées pour la communauté de MIR ou de récupération d'informations musicales. En profitant de cette tendance actuelle de travailler directement sur le signal audio, parce que c'est un domaine qui s'est développé beaucoup ces dernières années. Voici quelques exemples. On a utilisé des algorithmes de chacune de ces applications que je vais expliquer plus tard. Et en fait, le cœur du problème, c'est le problème de l'harmonisation. On peut regarder l'harmonisation tout court, c'est-à-dire on a une mélodie, il faut trouver une harmonie. Soit on trouve des accords ou des mélodies polyphoniques, mais normalement pour une séquence de notes comme ça, on va trouver une séquence d'accords qui va définir ce que c'est l'harmonie. Et beaucoup de gens ont déjà travaillé là-dessus. Mais par contre, normalement, on essaie de représenter la connaissance qui est dans la théorie musicale, les règles, et pour ça, normalement, les techniques sont des algorithmes de recherche ou sinon des modèles de satisfaction de contraintes. On a pas mal en fait, d'exemples de systèmes comme ça, notamment celui de Paché et moi. Mais en fait, le problème d'harmonisation, pour nous, c'est vraiment beaucoup de règles, et deux fois, quand on sort un peu du côté classique et on va au populaire, on va à la bossa nova, au jazz, etc., ils ne sont pas complets, ils arrivent même à être contradictoires, et ça pose vraiment de problème, et en plus parce que c'est très particulier à chaque style. Et on s'est posé la question si il faut traiter théorie musicale ou apprentissage automatique, et en fait on laisse tomber la plupart des règles, on va apprendre directement sur les exemples. Comme ça, on a une solution plus générale et ça nous mène à l'autre domaine. Et je n'aurai pas le temps de tout expliquer, mais bon, il faut beaucoup d'algorithmes aussi, d'apprentissage automatique pour apprendre comment harmoniser à partir d'exemples. Alors, notre approche est d'adapter certaines techniques existantes, soit en MIR, soit en apprentissage automatique. Et en fait, chaque adaptation de ce type, on a appelé une solution. Mais en fait, on a voulu construire un framework où ces solutions puissent être développées. Et avec ça, on peut comparer les solutions et explorer d'autres possibilités de combinaisons de paramètres. Et aussi, qui fonctionnent directement sur le signal audio, qui en fait n'est pas évident, une partie importante du travail. Donc on a appelé ce framework Rami, et il sert à la recherche de nouvelles méthodes d'harmonisation parce qu'il part des exemples, par des règles prédéfinies. On veut aussi explorer les possibilités de solutions. Elles ne sont pas exhaustives, on a essayé quelques-unes, mais elles ne sont pas exhaustives peut-être. Et on veut aussi comprendre mieux quels sont les paramètres concernés dans le problème. Alors, le problème d'harmonisation en temps réel est un peu différent du problème d'harmonisation automatique, et ses besoins sont, il faut que l'harmonie que vous cherchez s'ajuste à la mélodie, une propriété qu'on a appelée fitness ou adéquation ou adaptation. On a eu un peu de mal avec ça. Il faut qu'il garde une cohérence temporelle, c'est ce qu'on appelle la continuité, et il faut aussi jouer avec l'inconnu, parce qu'en fait, si on a un signal d'entrée qu'il faut analyser et raisonner pour générer une sortie, le moment où vous sortez quelque chose, il est déjà en décalage avec ce qu'il a entendu, alors il faut jouer avec
l'inconnu, une capacité de prédiction. Et ça, cette manière de travailler est exactement comme cette architecture. C'est très simple, on a une entrée, une boîte noire qui va nous donner une sortie. C'est vraiment très simple. Si on va en gros comme ça, il faut écouter, raisonner et jouer. Chacun a un requirement. Mais en fait, l'entrée microphone va être interprétée parce qu'on a un signal pur et il faut interpréter ça en information plus pertinente. Il faut raisonner sur cette information. Alors il faut décider quel type d'information on veut, comment structurer cette information-là. Après, il faut transformer ça dans quelque chose synthétisé, vraiment une sortie audio à partir de ça. Et pour ça, c'est la concrétisation qui n'est pas non plus évidente. Bien sûr, la partie la plus centrale de la thèse est ce qu'on appelle le moteur de raisonnement, le cerveau d'une certaine façon. Mais avant, je veux juste expliquer un petit peu sur l'entrée et la sortie audio, parce que là aussi, on a eu beaucoup de travail. En fait, pour l'entrée audio, on a un système en temps réel qui doit transcrire beaucoup d'informations. Et c'est vraiment des matrices gigantesques. Il faut appliquer des calculs très, très lourds. Alors, bon, normalement, on a cherché des algorithmes les moins coûteux et préférablement le plus simple, parce que ce n'est pas le cœur du système, en fait. C'est une partie et ne peut pas être trop lourde. Et en fait, pour la sortie aussi, parce que on a décidé de ne pas utiliser de MIDI ou de synthétiseur pour jouer. On fait vraiment une espèce de sampling et on segmente le signal comme ça. On prend automatiquement les segments et on essaie de segmenter d'une façon qu'il soit reconcaténable. C'est-à-dire qu'après, si on garde une rythmique fixe, on arrive à le rejoindre et faire quelque chose qui sonne comme une rythmique. Et ça, c'était un défi, aussi que de s'en sortir de quelques effets indésirables, comme des clics, des petites choses, quand on colle des segments. Et c'est pour ça qu'on a fait ce qu'on a appelé le double buffering. C'est inspiré des jeux vidéo, mais bon, malheureusement, je n'aurai pas le temps de tout expliquer ici. Mais bon, on a eu un peu déjà de travail avec cette entrée et ces sorties. Mais en fait, la partie principale de la thèse, c'est comment raisonner sur ces exemples et sur cette entrée. Alors, on a choisi d'utiliser l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on donne des exemples pour la machine de mélodie et harmonie. Et il faut qu'après, pour une nouvelle mélodie, il trouve une nouvelle harmonie. C'est ça le but du moteur de raisonnement. Et tout ça commence avec des bases de données. On a passé 3 mois à faire des bases de données. Et on a enregistré 80 chansons de bossa nova, c'est le style que je maîtrise le plus. Et à la fin, on a cherché les plus homogènes. Et 28 exemples sont sortis, des séquences d'accords, des séquences de notes, alignées au signal harmonique et mélodique. Et c'est ça qui fait notre base de données. À la fin, on a 2000 segments de 60 places d'accords. Et ils sont prises d'une collection qui s'appelle la Bossa Nova Sango. Et pourquoi la Bossa Nova? Parce qu'elle a quelques particularités. Une des particularités est qu'elle n'est pas totalement en accord avec quelques traités d'harmonie, disons. Et par exemple, là, c'est juste pour vous montrer, les carrés rouges sont les notes de la chanson. Et les accords, les gammes qui viennent des accords donnent ces petites régions claires. Alors normalement, les trucs en rouge vont rester dans le coin le plus clair. Et en fait, on voit qu'il y a des notes qui sortent complètement comme celle-là, et celles-là sortent complètement de la gamme normale, c'est-à-dire des notes attendues. Alors, comme ça, on commence à avoir une spécification du problème, c'est-à-dire qu'il faut trouver déjà des segments qui mettent en relation l'harmonie et la mélodie, c'est-à-dire que si quelqu'un chante, il faut chercher dans la collection de segments quels sont les segments qu'on va mettre à ce moment-là. Mais en fait, on était toujours c'était toujours un peu indéfini quel était l'objectif, c'est-à-dire il faut respecter le traité d'harmonie, il faut trouver
quelques facteurs de mise en correspondance entre chant et accompagnement. Il faut trouver des propriétés comme consonance entre mélodie et accompagnement, ou beauté, ou est-ce que ça c'est trop subjectif, on n'arrive pas à l'évaluer, ou est-ce que ça est cohérent entre plusieurs évaluateurs. Et bon, il faut que je saute ça parce que le chapitre 8, je pense que c'était le plus long à lire, et vraiment, on a décidé de ne pas trop dire ici. Mais de toute façon, on a fait diverses expérimentations sur l'extraction automatique de audio features, de caractéristiques acoustiques, comme par exemple si les beautés, c'était quelque chose défini comme si l'accord va bien avec la mélodie, ou si les consonnes avec la mélodie. Et on a essayé plusieurs alternatives pour apprendre soit la relation, soit mélanger les deux et voir si le résultat était bien, soit chercher la similarité entre accords, etc. Et finalement, on a cherché à la fin des critères les plus objectifs et les plus consensuels entre les évaluateurs. Et finalement, en étudiant la littérature, on a vu que pour des problèmes comme la reconnaissance d'accords, par exemple, on utilise presque toujours soit un chromogramme, soit un pitch class profile, ils sont très semblables. Et en quelques mots, il représente l'intensité des 12 notes de la gamme occidentale, c'est-à-dire entre un Do et un Si. Et il est intéressant parce que les accords font des patterns de ces vecteurs-là. Bon, il y a une formule, mais on n'a pas le temps de l'expliquer, c'est plus facile d'expliquer visuellement. Alors, si on a un signal, on le transforme pour récupérer son spectre, et on divise ce spectre en régions, et finalement, on plie ça dans une seule octave, et le résultat final, c'est un vecteur comme cela, qui dit que cette note est beaucoup plus intense que celle-là, et que celle-là, normalement, c'est une autre forme d'accord. Bon, c'est une vision générale, très générale du PCP, et finalement, on a vu que les PCP étaient la structure d'information à être utilisée pour notre problème. Alors, il est dans la base de toutes les techniques, il y a toujours le PCP. Alors, finalement, on commence vraiment à travailler, disons, parce qu'on a des techniques qu'on veut réadapter. Et en fait, on a pris 3 techniques, et c'est bien que Mick est là aussi. La première, c'est le mosaiking. Et bon, je vais expliquer un peu plus tard, mais c'est analogue aux mosaïques d'images, je vais expliquer tout à l'heure. Le query by humming, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pour faire des requêtes de musique en chantant. Et les modèles markoviens comme de continuateurs, par exemple. Bon, on a commencé avec ces 3 méthodes-là, et au début, on pensait que la thèse s'arrêterait là. On a commencé par le mosaiking. Ça, c'est l'idée générale de mosaïque. On a une image cible, on a une collection de segments, et en fait, on essaie de reconstruire cette image en utilisant ces segments-là. C'est un peu la même chose pour la musique, mais le secret, c'est de trouver une propriété acoustique qui fait cette relation. C'est-à-dire, si on met par exemple la couleur, on va pouvoir trouver plus ou moins la même image, la couleur, la brillance, etc. Pour la musique, c'est pareil, mais pour nous, on savait déjà qu'on utilise le PCP, c'est à peu près ce vecteur. Alors, le secret pour nous, c'est de trouver des vecteurs comme cela qui se ressemblent le plus. C'est le secret du mosaiking en temps réel, c'est-à-dire qu'on va chercher les segments dont le PCP ressemble le plus le PCP de l'entrée, c'est-à-dire du champ de l'utilisateur. Et là, on essaie de faire vraiment une relation entre la mélodie et l'harmonie. On dit que la mélodie et l'harmonie doivent être consonantes. Mais les musiciens ne travaillent pas forcément comme ça, parce qu'il y a beaucoup de... Je pense que c'est un processus mental des accompagnateurs quand on écoute quelque chose qu'on ne sait pas comment accompagner, on essaie de se rappeler d'une autre chanson qui soit semblable à celle-là. Et on met l'accompagnement qu'on connaît pour une chanson semblable. C'est un peu comme pour le raisonnement à partir du cas, où on cherche un autre problème similaire.
Et en fait, ça c'est ce qu'on a appelé un appariement, un matching indirect. C'est-à-dire qu'on cherche la similarité entre deux mélodies. Et dans ce cas-là, pour ce qu'on a appelé le musique en temps réel appariement indirect, on cherche toujours avec les chromas, différence entre les deux vecteurs pour la mélodie. Et dès qu'on trouve la mélodie, elle est associée à une harmonie et on prend cette harmonie pour jouer. Et en fait, c'est ça qui fait cette indirection. Mais en fait, l'idée d'indirection peut être mieux utilisée avec des systèmes comme de query by humming. Quelle est l'idée du système? Le cœur du système est ce qu'on appelle la similarité mélodique, c'est-à-dire que si quelqu'un chante une chanson et il veut récupérer quel est le morceau, il va essayer de trouver quel est le morceau qui ressemble le plus à cette mélodie qu'il a chantée. Alors, exactement cette technique, on récupère là pour faire ce qu'on appelle le comping by humming. Au lieu de récupérer un morceau, il joue le morceau pour t'accompagner. C'est ça que le comping by humming fait. Alors, une partie centrale de cette approche est la transcription mélodique, c'est-à-dire qu'il faut transcrire ce que l'utilisateur chante en notes parce que finalement, toute la théorie sur le query by humming est sur string matching, c'est l'appariement de séquences et pas l'appariement directement sur l'audio. Alors il faut transcrire en note ou en intervalle ou en direction ou quelque chose comme ça et après utiliser des mesures de similarité. Et on peut utiliser n'importe quelle mesure de string matching, mais on a utilisé les n-grammes par sa simplicité en fait. Et bon, pour le signal, il n'est pas si simple que ça, je n'aurai pas le temps malheureusement d'expliquer tout cela, mais en fait l'idée à garder là est qu'on arrive à faire une indexation approximative des mélodies, même en audio. Et c'est ça, c'est comme ça que marche le comping by humming. Et finalement, on s'est inspiré du système continuateur qui était à l'origine de ce projet en fait. Et surtout sa partie, le cœur de l'algorithme qui s'appelle le parsing incrémental. Et en fait, on a fait 3 versions. Pourquoi? Le continuateur, il fait un modèle statistique ou probabilistique, markovien, des corpus de mélodies. Et après, il est capable de simuler ces corpus, c'est-à-dire qu'il va jouer des morceaux qui sont cohérents avec le corpus qu'il a appris. Mais en fait, pour utiliser ça pour l'accompagnement, on fait la même idée de l'indirection. On cherche quelque chose et après, on récupère l'accompagnement qui va avec. Alors, on a 2 parties, prédiction, disons, et récupération. Et l'ordre entre ces deux parties de l'algorithme change un peu le résultat. Mais le grand avantage est qu'il est capable en même temps de s'ajuster à la mélodie et de garder une continuité, ce qui est exactement notre intérêt. Pour expliquer un peu, disons qu'on a ce corpus-là, une séquence de notes, une séquence d'accords. Là, c'est ce que l'utilisateur chante déjà transcrit. Disons qu'il a chanté ces notes-là et le système a joué ces accords-là. En fait, à ce moment-là, il doit prendre une décision. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il ne sait pas ce que l'utilisateur va chanter en ce moment, mais il doit déjà jouer quelque chose. Alors, la première approche, il essaie de prédire ce qu'il va dire, ce qu'il va chanter, et joue quelque chose qui va bien avec, ou sinon il joue quelque chose déjà ici, qui va bien avec ce qu'il a entendu, et il essaie de continuer de façon cohérente avec le corpus. Ou sinon, une option d'essayer de faire les deux en même temps. Et on va expliquer l'altération nécessaire pour le parsing incrémental pour implémenter ça. En fait, le parsing incrémental, on a ces séquences-là observées. Et ça, avec ça, des arbres de suffixes sont construits. Et finalement, on dit par exemple que si on a cette séquence-là, Do, La, normalement, une continuation pour cette séquence est l'index 3. C'est-à-dire qu'après un CA, un Do, La, normalement on peut jouer un Fa. Ou sinon, par exemple, si on a un F, un Fa, on peut jouer l'index 4 ou l'index 8, c'est-à-dire un Mi ou un Sol.
Et ça, c'est le cœur du moteur là-dedans. Et une altération très simple. Et la première, si on prédit et on récupère, c'est-à-dire qu'on va prédire ce qui va chanter. Et après, on prend l'accord qui est associé à cette note-là. Bon. Encore une fois, on n'aura pas, je peux répondre après des questions exactement sur le fonctionnement. Mais là, c'est une altération très simple. Mais par contre, si on veut faire le contraire, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un modèle pour l'harmonie et un modèle pour la mélodie. Et en fait, on fait ces deux modèles en parallèle et on utilise le premier pour récupérer et le deuxième pour continuer. Alors, on récupère que pour cette séquence-là, Mi, La, Fa, normalement les accords seraient La mineur, Fa majeur, et on dit qu'une bonne continuation pour Fa mineur, La majeur et un Mi7. Et bon, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et finalement, la solution conjointe, où les états en fait sont des paires notes-accords. Et le problème là est que, puisqu'ils sont des paires, il y a beaucoup plus d'états et normalement il faut beaucoup plus d'informations pour qu'ils apprennent. Et là, c'est juste pour expliquer qu'en fait, on n'utilise pas simplement les notes, mais des intervalles entre les notes. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais l'algorithme général, c'est comme j'avais expliqué avant. Et comme ça, on a à ce moment-là 3 méthodes, 3 solutions déjà, 3 solutions prêtes. On pensait qu'on s'arrêterait là. Mais finalement, on a vu que ces solutions avaient des paramètres. Et ces paramètres étaient différents pour chacun. Et on a vu qu'on pourrait recombiner ces solutions pour trouver d'autres solutions. Alors, on a paramétrisé les solutions, c'est-à-dire qu'on a séparé les paramètres en 3 types. Le hotspot, le frozen spot, comme pour les frameworks, et des paramètres de configuration. En fait, le hotspot sont les paramètres que si on change de valeur, c'est une solution différente. Les paramètres de configuration, si on change, on va améliorer ou le contraire, je ne me rappelle plus, le contraire d'améliorer. Mais bon, une solution, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'améliorer cette solution en réajustant ces paramètres. Et en fait, les frozen spots, ce sont des paramètres qu'on ne change pas, alors c'est un peu bête de le mettre là, mais finalement de désister d'utiliser la version décalée, alors bon, c'est devenu un frozen spot. Et les hotspots sont 4 continuités, adéquation, fitness, la composition entre les deux et indirection. Indirection, comme on avait vu, si on fait directement rapport mélodie-harmonie, ou c'est-à-dire direct ou indirect, si on fait un rapport mélodie-mélodie, et pour la mélodie, on prend l'harmonie associée. Mais finalement, les deux plus importants, c'est la continuité, c'est le fitness, ce qu'on a appelé une cohérence horizontale et verticale. C'est-à-dire qu'il faut garder une continuité dans le temps, soit par des modèles statistiques, comme le modèle markovien, soit en gardant l'ordre original. Par exemple, si on récupère un morceau, on peut dire continuez avec les accords que vous avez prévus pour ces morceaux, ou même utiliser des stabilités, c'est-à-dire essayer de ne pas changer trop d'accords. Et aussi, il y a l'adéquation entre harmonie et mélodie, qu'on a déjà expliqué l'appariement de caractéristiques, mais aussi une indexation approximative, c'est utilisé dans le CompuByHam, ou une indexation exacte. C'est-à-dire que chaque solution que j'ai présentée, c'est une branche dans cet arbre-là, et finalement, on a ces possibilités ici. Ces possibilités sont 20 possibilités de solutions seulement pour les paramètres qu'on a implémentés. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a 20 solutions, on va pas évaluer tout ça à la main. Alors, il y a toute cette liste de paramètres de configuration. On a fait une validation croisée. On enlevait toujours un exemple, on apprenait avec le restant. Et on essayait de faire un matching entre les accords prévus et les accords trouvés. C'est-à-dire qu'on a une mesure de nombre d'accords correctement classifiés qui nous disent si la solution est meilleure ou pire. Comme ça, on peut optimiser chacune de ces 20 solutions en réajustant ces paramètres-là.
Alors, pour chacune des solutions, on a trouvé une configuration de ces paramètres, et finalement, ça c'est le résultat final. On voit bien que le CompuBarham fonctionne mieux, après aussi l'harmonisateur, et bon, quelques-uns n'ont pas fonctionné du tout, comme le modèle aléatoire. Et ça nous a donné quand même un filtre sur ces 20 solutions, et on a pris 6 de ces solutions pour continuer et raffiner. Là, c'est juste pour vous montrer, par exemple, que la version adaptation, prédiction et prédiction adaptation fonctionne beaucoup mieux que la version conjointe qui nécessite beaucoup plus d'exemples. Ou, par exemple, que l'indexation approximative fonctionne beaucoup mieux que l'indexation exacte ou l'appariement de caractéristiques comme le mosaiking. Et aussi que l'ordre original et le modèle markovien fonctionnent à peu près au même niveau. Bon, ça aussi, en fait, dans la thèse, il y a le restant des résultats. On n'aura pas le temps de tous les voir ici. Mais normalement, ça donne des courbes comme ça. Et presque toujours, en fait, la version CompuBarham a fonctionné un peu mieux que les autres. Et là, c'est pour que je respire un peu. Je vous mets un petit démo du système. Désolé pour les enceintes. Et moi, je ne sais pas jouer au xylophone, c'était juste pour s'amuser. Là, c'est pour voir que des fois, on suit le système, des fois, c'est lui qui nous suit. Et des fois, j'essaie de sortir de l'harmonie pour voir si ça date. Pour la torture que c'était le DVD, parce qu'il y avait des exemples qu'on ne peut pas cacher. Bon. Il y a des parties où le système n'arrive pas, parce qu'on joue une gamme qui est introuvable. Et des fois, on joue quelque chose comme ça. Il s'arrête parce que c'est pas possible. Là, je marque bien. Et il reprend. Et bon, initialement, ce n'était pas avec les xylophones. Là, c'est juste pour voir qu'avec les voix aussi, ça marche. Parce qu'on voit là qu'il faut un mécanisme de communication avec le système. Il faut dire pour le système, continuez, vous allez très bien, ou sinon, non, c'est n'importe quoi, il faut changer tout. Et c'est ça qu'on a commencé à faire, mais c'est vraiment des perspectives. Bon, et là on continue parce qu'en fait on n'était pas content de l'évaluation, parce qu'on avait un mesure qui s'appelait nombre d'accords correctement classifiés, et ça, pour moi, il n'est pas représentatif de la qualité du système. Parce qu'en fait, on a 60 classes et normalement, ça arrive à 10% d'accords correctement classifiés. C'est vraiment... on ne peut rien dire sur ça. En fait. Et par exemple, celui-là, il est arrivé à 6% à peu près de qualité. Mais en fait, notre évaluation subjective, c'est qu'il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas à 6% de qualité. Et là, c'est pour voir que ça, c'est les accords originaux. Et on va dans toutes les solutions trouver d'autres choses, jamais les accords. Mais des fois, on arrive à des bonnes harmonisations, même elles ne sont pas les harmonisations originales. Et c'est ça notre question, et c'est pour ça qu'on a poursuivi
vie les évaluations subjectives. Et après, on a fait tout un tas d'expérimentations. Au début, moi, personnellement. Après, j'ai invité quelques gens pour évaluer la qualité du système aussi. Et après, j'ai ouvert pour plus de gens et j'ai fait une espèce de log où je pouvais récupérer des informations comme combien de temps il a passé dans chaque solution, etc. Et pour, avec ça, voir quelle était la meilleure solution. Et en fait, ça, je pense que c'est une contribution de cette thèse de valider les différentes mesures de qualité du système, parce qu'en fait, c'est très dur d'évaluer un système subjectif comme celui-là. Et désolé, j'ai passé ces slides. Et ça, par exemple, a été une des expérimentations. C'est une expérimentation collective. L'idée, c'était comment on peut évaluer un tel système. Pour moi, la seule chose que je peux dire, au lieu de dire il fonctionne à 70% ou 50%, je peux dire il fonctionne comme quelqu'un qui ne joue pas de la guitare, ou quelqu'un qui est amateur, ou quelqu'un qui joue très bien. Je peux dire ça, je peux le mettre dans un niveau subjectivement. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. On avait des musiciens, un 4 niveaux, non-musicien, amateur, un vrai musicien, mais sans expérience, on accompagnait comme ça, et un musicien expérimenté. En fait, en tout, c'était 10 personnes, et on prenait un morceau, le même enregistrement allait à tout le monde, et tout le monde devrait jouer un accompagnement. Et en plus de ces 10 personnes, on a mis les 6 versions artificielles, et après on avait 16 versions pour chacune de ces 4 chansons, et ensuite on a demandé à 8 personnes différentes de donner une note entre 0 et 10 pour chaque accompagnement généré, et pour dire s'il s'agissait d'un ordinateur ou d'un humain. Et par exemple, là, je ne sais pas si on aura le temps, combien de temps là? 10 minutes. Il reste 10 minutes. Bon, ok. Après, je montre le 3 pour que vous voyez quelle est la version artificielle là. Mais en fait, on a arrivé à des résultats intéressants avec ça. Ceux-là, par exemple, ce sont les plus des enregistrements. Là, quelques évaluateurs. Et on voit que, par exemple, ça c'est pour voir si les évaluations étaient cohérentes. Alors, on mettait les deux enregistrements égaux 2 fois, et pour voir s'ils donnaient les mêmes notes, pour voir si, après un très mauvais accompagnement, ils montaient les notes, et bon, faire une vraie analyse sur ces résultats-là. Et en fait, c'est dur d'expliquer tout ça dans quelques secondes, mais en fait, ils sont très riches, les graphiques comme ça. Mais ça, c'est plus clair en fait. Les trucs en noir sont des enregistrements humains. Et le plus épaisse les lignes, le plus haut le niveau de l'humain. Et les lignes colorées, ce sont des versions artificielles. Et on voit bien que les humains non musiciens, ils arrivent très mal là. Les notes sont entre 0 et 1. Les autres, niveau 1, niveau 2, c'est entre 2 et 3. Et par contre, les bons musiciens, sauf celui-là, qui, bon, quelque chose de bizarre est arrivé là-dedans, ils sont dans cette région-là. Et on voit bien que les versions artificielles, elles sont plutôt proches de ce musicien-là que de non-musiciens. Et une des versions, c'est la version Computer Programming, a fonctionné même mieux que les versions humaines. Ça, c'était très réconfortant. Je ne sais pas comment dire ça en français. Réconfortant. Et là, c'est un peu la même chose, mais pour toute la base. Le niveau 0 est arrivé à ce niveau-là, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ce sont les humains qui montent de niveau-là. Ce sont les versions artificielles, là, et la version Computer Programming qui a fonctionné nettement mieux. Et on a encore fait des expérimentations pour corroborer si les mesures d'évaluation étaient bien cohérentes. Et on voit par exemple la version objective de pourcentage d'accords correctement classifiés. Il repère bien la courbe de l'évaluation subjective. Et là, c'était le test de Turing. Et on a vu finalement qu'à peu près 30% des gens se sont trompés s'il s'agissait d'un ordinateur ou d'un musicien. Et je pense que je n'aurai pas le temps d'expliquer tout ça.
cette partie exactement, ces slides, mais c'était juste pour dire que on a aussi essayé une mesure d'évaluation sur l'utilisation en masse de systèmes. En masse, bon, pas très grande, mais quand même avec plus de gens. Et là, les résultats sont à peu près finis, mais on a continué à explorer le domaine. On a fait d'autres études de cas avec d'autres bases de données pour voir s'il fonctionnait aussi avec des choses qui n'étaient pas la bossa nova, ou pour mettre à l'épreuve la capacité de passer à l'échelle des algorithmes et pour voir s'ils étaient bien séparés, les parties audio, séquences symboliques, etc. Et après ça, finalement, on a même construit quelques applications qui n'avaient rien à voir avec le système. C'était juste pour profiter qu'on avait déjà cette technologie. Alors, par exemple, on a fait une version soliste. On échange les rôles et alors on joue une harmonie. Le système va jouer, va improviser une mélodie. Et avec ça, on peut penser aux musiciens virtuels parce qu'on peut enregistrer nos exemples et on se mettre là-dedans et jouer avec nous-mêmes, etc. Il y a une version où, au lieu de jouer vraiment, effectivement, les accords, on suggère les notes, et on a une version pour aider à la composition, on a un transcripteur harmonique et on a un module d'analyse harmonique qui crée des graphiques comme cela et que je peux expliquer plus tard bien sûr. Et ça c'est juste pour montrer par exemple le module de suggestion qui montre ici quelles sont les notes à jouer. Donc ça c'est plus facile d'improviser et plus facile de apprendre à jouer un morceau. Là, c'est le module de composition. Ça, c'est par exemple un morceau dont l'harmonie a été créée par le système. Bon, là, c'est juste une partie. Rien à voir. Et là, c'est la version soliste. On va faire encore plus là-dedans. Mais bon, on a encore quelques perspectives, bien sûr, parce qu'en fait, le problème est toujours ouvert. Et bien sûr, continuer la recherche de solutions possibles, parce qu'on a pris 3, et bien sûr, réaliser les expérimentations, évaluer les résultats, faire une solution hybride, c'est ça que je voulais faire finalement à la fin. Je n'ai pas réussi à faire, je dois avouer ça. Une version qui, à chaque moment, il change le mode. Et augmenter le contrôle pour dire continuer ou arrêter ou recommencer, ou sinon relâcher les contraintes comme et si le style n'est pas fixe, et si le tampon n'est pas fixe, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, utiliser plus le système pour voir comment il fonctionne avec d'autres gens, d'autres cultures, etc. Et aussi pour détecter la macrostructure, parce qu'on a vu que les humains, normalement, ils apprennent dans son harmonisation. Au début, ils ne sont pas très bien, mais à la fin, on a pris les répétitions, les thèmes, la tonalité, etc. Il est capable de raisonner sur ça, ce que le système n'est pas capable. Je dois avouer tout ce qui ne marche pas. Et bon, on pense qu'on a des contributions comme l'exploration de techniques, la caractérisation des paramètres des solutions, la création de ce framework qui permet de continuer la recherche, la découverte des critères les plus objectifs, la comparaison des méthodes d'évaluation et en fait la validation de ces mesures, et la création de quelques bases de données réutilisables et une meilleure compréhension du problème. Alors pour conclure, le problème est toujours ouvert, le Config by Harmony a fonctionné mieux que les autres en général. On a des explications aussi pour ça. Et on a compris mieux certains mécanismes et on a développé des petites parties d'une technologie qui peut être utilisée dans d'autres applications. Alors bon, je remercie beaucoup tout le monde qui m'a aidé ici et beaucoup de gens qui m'ont aidé sont là. Et si vous voulez des informations complémentaires, etc., je cite seulement pour mettre le matériel, les vidéos, les chansons, les images et la thèse en PDF. Alors si vous avez des questions, si vous voulez la thèse, il suffit
accéder. Merci. Merci Joël.